Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. La commune de Yopougon aura dans quelques mois son marché de gros et détail. Situé à Gesco Manutention, l'ouvrage estimé à 24 milliards de francs CFA va accueillir près de 3000 commerçants dans un cadre moderne. La cérémonie de pose de la première pierre de l'ouvrage a eu lieu hier mardi en présence du chef du gouvernement Patrick Hachi. À Rome, en Italie, la Côte d'Ivoire mène une offensive pour le financement du secteur agricole. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a multiplié les séances de travail, pris part aux activités de réflexion sur les différentes problématiques liées à la transformation des systèmes alimentaires dans le monde. Ok, arrête alors. Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. La commune de Yopougon aura dans quelques mois son marché de gros et détail. Situé à Gesco Manutention, l'ouvrage estimé à 24 milliards de francs CFA va accueillir près de 3000 commerçants dans un cadre moderne. La cérémonie de pose de la première pierre de l'ouvrage a eu lieu hier mardi en présence du chef du gouvernement Patrick Hachi. À Rome, en Italie, la Côte d'Ivoire mène une offensive pour le financement du secteur agricole. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a multiplié les séances de travail, pris part aux activités de réflexion sur les différentes problématiques liées à la transformation des systèmes alimentaires dans le monde. On en parle dans cette édition. À Khartoum, au Soudan, les combats continuent de faire rage entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah Abderrahman Al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemmeti. Hier mardi, au moins 16 civils sont morts au cours de frappes aériennes. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, merci de nous suivre. On ouvre ce journal avec les audiences du vice-président de la République, son Excellence Tiemoko Melie-Kone, qui a reçu le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, Michael Langley. Le partenariat militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis figurait au centre de leurs échanges. Le vice-président qui a ensuite échangé avec l'ambassadeur d'Allemagne en fin de mission en Côte d'Ivoire, son Excellence Ingo Herbert. Jérôme Kofi Aboula. Elles sont respectivement militaires et ambassadeurs. Les deux personnalités dont il est question se succèdent ce mardi au palais présidentiel en vue des échanges avec le vice-président de la République. Au cours de l'entretien entre le général Michael Langley du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique et le vice-président ivoirien Tiemoko Melie-Kone, l'accent est mis sur le partenariat militaire que développent les deux pays. Toutes nos discussions ce matin, c'était d'améliorer et approfondir le partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Nous avons des valeurs en commun, surtout en particulier la démocratie, des valeurs en commun en fonction de la stabilisation et des objectifs d'achever de la sécurité dans la région, surtout dans le Golfe de Guinée. Et on partage pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça pour pouvoir maintenir cette paix dans la région. Il est là pour apprendre le succès de la Côte d'Ivoire et on va approfondir notre relation et capacités en avançant ensemble. Quant à l'ambassadeur, qui est celui de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, il vient informer le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, de la fin de sa mission sur le sol ivoirien. Et à cette occasion, il ne s'empêche pas d'évoquer les bonnes relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé au temps de Covid et je suis heureux qu'aujourd'hui on est retourné à une normalité et ça veut dire à des relations entre nos deux pays qui sont amicales et politiquement on partage les mêmes principes comme le multilatéralisme, comme on voit avec la position claire de nos pays
concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est une grasse violation de la Charte des Nations Unies et on est pour les Nations Unies, mais on a aussi parlé des bonnes relations dans d'autres domaines comme la coopération qui existe depuis longtemps. Mais je suis sûr, avec mon successeur, on va encore renforcer dans les années à venir. C'est précisément en 2020 que le diplomate allemand arrive en Côte d'Ivoire pour entamer sa mission qui est présentement à son terme. Un reportage de Jérôme Kofi Abolin. Hier mardi, le Parlement réuni en congrès a procédé à l'adoption définitive du projet de loi de révision de la Constitution. Le oui l'a emporté avec 301 voix, 35 contre et 4 abstentions. Konaté Moussa nous en parle. Nombre de votants, 340. Suffrage exprimé, 340. Vote pour l'adoption de ce texte, 301. Vote contre l'adoption de ce texte, 35. Abstention, 4. C'est fait. Le projet de loi portant révision de la Constitution est définitivement adopté. Le Parlement s'est réuni ce jour pour une séance de délibération sur le texte. Avant le scrutin, les groupes parlementaires ont donné des consignes de vote. Les travaux en commission ont certes donné lieu par moments à des débats houleux. Malgré les passions qu'ils ont pu susciter, les groupes parlementaires RHDP tiennent à saluer l'ensemble des parlementaires pour la qualité des débats et le souci constant de recherche du consensus. Les innovations qu'apporte cette réforme constitutionnelle permettront, à n'en point douter, de contribuer à la modernisation et à la stabilisation de nos institutions, au renforcement de notre démocratie et à l'amélioration de la gouvernance des affaires publiques. Les groupes parlementaires RHDP invitent à voter massivement pour le projet de loi de révision constitutionnelle. Les députés élus en mars 2021 ont demandé que soit pris en compte l'écourtement de leur mandat. En réponse à cette préoccupation, le président de l'Assemblée nationale s'est engagé à ce que des dispositions particulières soient prises en liaison avec le président de la République. Deuxièmement, pour le droit d'amendement conféré au président de la République, la modification de la Constitution impacte nécessairement le règlement des deux chambres qui doit être en adéquation avec la loi fondamentale. C'est pourquoi il a été convenu qu'un comité technique sera institué en vue de modifier conséquemment les règlements des deux chambres pour encadrer le droit d'amendement du président de la République. Les parlementaires PDC et RDA de l'Assemblée nationale et du Sénat se réservent la mise en œuvre des points de discussion validés de commun accord avec le président de l'Assemblée nationale, président du Congrès, appelle à un vote favorable du projet de loi de révision constitutionnelle soumis au Congrès. Si le PDCI, RDA et le RHDP ont appelé à un vote favorable, le PPACI, lui, a maintenu sa position affichée au cours des travaux en commission et en plénière. Le groupe parlementaire PPACI, non convaincu de la pertinence des arguments du commissaire du gouvernement, avait marqué son opposition à l'adoption de la modification du projet de loi proposée par le président de la République. Cette position a été réaffirmée le jeudi 20 juillet à la séance plénière de l'Assemblée nationale. Cette position n'a pas varié en dépit de la rencontre de haut niveau convoquée hier par le président de l'Assemblée nationale et qui a réuni les présidents des groupes parlementaires. En raison de ce qui précède et en l'absence d'éléments nouveaux, le groupe parlementaire PPACI votera contre le projet de modification de notre loi fondamentale. Cette consigne du PPACI n'a pas eu d'écho favorable auprès de la majorité des parlementaires. À l'issue du vote, 88,53% des 340 députés et sénateurs présents à cette séance ont donné leur accord pour l'adoption définitive du projet de loi de révision de la Constitution. Et du côté de la commune de Yopougon, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé hier mardi à l'inauguration du tout nouveau pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique, ainsi qu'à l'inauguration d'un institut de médecine nucléaire. Patrick Hachi a exhorté le personnel de santé à prendre soin de ses ouvrages. Alexis Ouedraogo. C'est un écran de technologie,
Niché au cœur du CHU de Cocody, le nouveau pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique va améliorer la prise en charge sanitaire du couple mère-enfant. Avant, on ne faisait pas 100 lits de nouveau-nés pour tous les 4 CHU d'Abidjan, alors que nous sommes centre hospitalier universitaire. Nous recevons les bébés qui sont en souffrance et on n'avait même pas d'unité de réanimation néonatale. Et voyez là, on a presque 20 couveuses et chaque couveuse est autonome avec des moniteurs. Donc nos prématurés, nos grands prématurés seront pris en charge. Avec ses 180 lits, son matériel à la pointe de la technologie, l'infrastructure sur 4 étages dont les travaux ont tenu sur 21 mois pour une enveloppe de 17 milliards de francs CFA s'aligne sur les normes internationales. Ce pôle, bâti sur 4 niveaux, ce joyau est constitué de spécialités de gynécologie obstétrique, de pédiatrie médicale, de chirurgie pédiatrique, ainsi que des services annexes tels qu'un bloc de 5 salles opératoires, les urgences, la réanimation, les soins intensifs. Et aux côtés de la Côte d'Ivoire pour ses travaux, la République du Japon. En 1996 déjà, le pays avait accompagné la construction du service des urgences et la rénovation du bâtiment principal. Je souhaite sincèrement que les belles réalisations que nous avons sous nos yeux puissent servir plus longtemps possible, efficacement, à la santé des mères et enfants du Grand Abidjan. Autre structure sanitaire inaugurée ce mardi, l'Institut de médecine nucléaire. Son plateau technique va renforcer l'offre des soins dans le pays. La médecine nucléaire, c'est vraiment ce qui manquait à la médecine en Côte d'Ivoire. On est capable de détecter une petite substance et diagnostiquer un cancer au début où il est curable. La médecine nucléaire permet de détecter des tumeurs qu'aucun autre appareil d'imagerie ne peut faire. C'est de l'imagerie fonctionnelle. C'est un plateau technique qui est amélioré. Il reste maintenant à créer la demande. La demande, c'est parler à la population pour qu'elle vienne se soigner. Et aussi susciter à ce que l'environnement, à savoir les pays voisins, puissent utiliser ce pôle sanitaire qui est de grande facture. Pour le chef du gouvernement, au-delà des architectures et de l'équipement, le service du personnel de santé sera la force de ces bâtisses. Quelle que soit la qualité de ces bâtiments, quelle que soit la qualité de ce plateau technique, à la fin de la journée, c'est l'homme qui soigne l'homme, c'est l'homme qui guérit l'homme. La qualité des services, la qualité de l'accueil, l'attention aux soins des patients est quelque chose de fondamental. Notons que 6 ambulances médicalisées ont été remises en vue de renforcer la prise en charge des personnes nécessitant des interventions d'urgence. Et toujours dans la commune de Yopougon, notons que cette commune aura bientôt son marché de gros et détail situé dans le quartier Gesco Manutention. L'ouvrage est estimé à 24 milliards de francs CFA et va accueillir presque 3000 commerçants dans un cadre moderne. La cérémonie de pose de la première pierre de l'ouvrage a eu lieu en présence du chef du gouvernement Patrick Hachi. On retrouve Alexis Ouedraogo. Un marché de demi-gros et de détail pour la commune de Yopougon. L'infrastructure dont les travaux sont estimés à 24 milliards de francs CFA sera dotée de 15 quais de déchargement et pourra accueillir près de 3000 commerçants dans un cadre moderne. Le président de la République nous offre gracieusement ce grand marché qui, à n'en point douter, participera incontestablement à la création de richesses et d'emplois, signe d'une action forte en faveur des populations. Prévu pour être livré au 2e semestre 2024, le projet qu'accompagne l'Agence française de développement veut accroître la zone marchande de la commune. Le marché qui portera le nom de la première dame Dominique Ouattara va surtout améliorer l'activité du commerce. Dans cet ouvrage, il est prévu la construction d'un pavillon pour l'alphabétisation des femmes, pour que nos femmes puissent faire le commerce comme des vrais opérateurs économiques, savoir le poids de ce qui est vendu, et également avoir des discussions sereines avec les clients. Pour Patrick Hachi, Premier ministre, la construction de ce marché, comme bien d'autres sur toute l'étendue du territoire, reste le fruit de la vision du chef de l'État pour améliorer les conditions de travail des femmes. Le commerce, la distribution, ce sont les femmes, beaucoup plus que les hommes. Et c'est pour cela que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a estimé qu'il fallait créer les conditions pour que vous puissiez faire votre commerce tranquillement. Parce qu'un marché de demi-gros
et de détail de 20 milliards de francs CFA, ce n'est pas un petit marché, c'est un grand marché. Nous allons construire 155 marchés de proximité dans tout le pays, aux 4 coins du territoire. Patrick Achis s'est voulu pour finir ferme quant au respect des délais de livraison de l'ouvrage. Voilà la pose de la première pierre de ce marché de gros qui s'est tenu dans la commune de Yopougon. Les populations heureuses de recevoir très bientôt leur marché de gros. Et rappelons que l'inauguration du pôle gynéco-obstétrique s'est tenue dans la commune de Cocody. Dans le secteur de la défense, la maréchaussée, 41 officiers stagiaires sont désormais capables de porter des responsabilités dans l'administration sécuritaire, mais également d'exercer le commandement des unités au niveau des groupes d'escadrons et de légions. Après une formation de 6 mois au cours d'état-major de la gendarmerie nationale, ils ont reçu leur diplôme de fin de formation de la main du commandement supérieur de la gendarmerie, Frédéric Oulaï, à Boussanogo. Ce stagiaire officier reçoit son diplôme et ses insignes de fin de formation des mains du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, après 6 mois passés à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Avec lui, plusieurs autres stagiaires officiers du 6e cours d'état-major de gendarmerie ont été instruits sur les objectifs précis. Ce stage de 6 mois aura permis aux officiers stagiaires de se munir de connaissances à même de leur permettre d'exercer des responsabilités dans l'administration sécuritaire en ayant une large vision des problématiques contemporaines, nationales et internationales. Au nombre de 41, dont 28 de la Côte d'Ivoire et 13 des pays de la sous-région ouest-africaine et de l'Afrique centrale, ces officiers qui ont été formés dans 3 modules s'engagent à être des modèles dans l'administration militaire. Mon général, nous nous engageons à mettre toutes ces connaissances acquises au service de nos pays respectifs. Par ailleurs, ce cours aura permis à tous les officiers stagiaires de partager leur expérience, d'apprendre de la culture des autres, de tisser et de garder des liens professionnels et fraternels très forts au-delà de nos frontières. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Alexandre Apalo Touré, exhorte les stagiaires officiers au travail, à la discipline, à la solidarité et à la connaissance des valeurs qui incarnent leur corporation. Il faut être un modèle à suivre. Il faut que vos hommes se reconnaissent en vous, qu'ils aient envie de faire comme vous, quand ils savent que vous faites bien. Donc, l'officier d'état-major doit avoir la culture de l'éducation en tant que chef. Parler à ses hommes. Il faut pouvoir dépeindre sur ses collaborateurs. Et pour le faire, il faut que nous puissions former notre personnalité. Nous-mêmes, nous devons nous donner la formation requise, qui corresponde à la responsabilité que nous avons, à la confiance que les autorités placent en nous. Nous devons nous former quotidiennement. Avec les connaissances acquises, ces officiers sont désormais capables d'exercer des fonctions au sein d'un état-major d'unité en étant pourvus de forces en national ou multinationales. Et ils sont dans ce cadre à même de participer à la conception, à la planification et à la conduite d'opérations de défense et de sécurité de niveau tactique. Deuxième titre de ce journal, à Rome, la Côte d'Ivoire mène une offensive pour le financement du secteur agricole. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a multiplié les séances de travail, a pris part aux activités de réflexion sur les différentes problématiques liées à la transformation des systèmes alimentaires dans le monde. Franck Quadio. Rome, ville historique avec ses vestiges mythiques, est le temps d'une réunion bilan, la capitale du monde en matière d'alimentation. Cette seconde journée consacrée à la transformation des systèmes alimentaires est le lieu pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, de porter le dossier ivoirien. C'est vrai, l'État de Côte d'Ivoire fait ce qu'il peut pour soutenir son agriculture. Mais il faut aussi qu'en face, il y ait des appuis et même des financements de la part des bailleurs. Or, c'est la production qui, en réalité, précède l'industrialisation et la commercialisation. Donc aujourd'hui, la politique que nous devons mettre en place, c'est de faire en sorte que désormais, quand on vient pour investir dans un domaine précis, qu'on ait aussi la possibilité
de pouvoir investir dans la production. Au calendrier de l'envoyé du président Alassane Ouattara à Rome, une rencontre stratégique. Elle a lieu ici avec Alvaro Larriou, le président du FIDA, au siège du Fonds international de développement agricole, structure spécialisée des Nations Unies qui finance les projets agricoles et dont le siège sera bientôt inauguré à Abidjan. Nous avons parcouru effectivement l'ensemble des projets. Vous savez, depuis 2 décennies, nous entretenons une parfaite collaboration avec le FIDA, avec plus de 7 projets, dont 5 sont achevés et 2 en cours d'exécution. Et le FIDA s'engage à appuyer la Côte d'Ivoire à hauteur de 50 millions de US$. La Côte d'Ivoire engagée donc de façon durable aux côtés du FIDA qui, rappelons-le, depuis 1978 a investi plus de 23 milliards de dollars américains dans l'accompagnement des différents programmes contre la faim dans le monde. Toujours dans l'actualité nationale, cette bonne nouvelle pour la filière coton. Les solutions chimiques proposées par les chercheurs ivoiriens ont permis de faire reculer les jacides. Leur impact négatif sur les 2 dernières saisons avait gravement porté atteinte à la production cotonnière. Des pertes évaluées à 250 000 tonnes, soit la moitié du volume habituel. Avec ce revirement de situation, les acteurs espèrent que le niveau des récoltes remontera cette année. Lancine Bakayoko. À fin mars, la production de coton était estimée à 236 000 tonnes, une chute de 60% comparativement à la campagne précédente. On a un problème de changement climatique qui fait que vraiment on n'arrive pas à s'en sortir dans la culture parce qu'il y a des fois, au moment que nous avons besoin de la pluie, elle ne vient pas. Mais au moment qu'on veut que la pluie s'arrête aussi, pour développer la culture, les plantes, elle ne s'arrête pas. En dehors de ça, nous avons le problème des jacides, vraiment qui est venu détruire les champs complètement l'année passée, où on n'a pas vraiment pu avoir une bonne production. Grâce aux appuis du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le Centre national de recherche agronomique a ébauché une réponse à toutes ces problématiques avec un accent particulier sur la question des jacides. Les chercheurs ont ainsi développé des synergies d'action en vue d'un meilleur contrôle de ce ravageur pendant les prochaines campagnes. Je viens fraîchement de Ferké. On a eu l'occasion d'aller visiter les champs et de voir l'effet des produits qui ont été conseillés. À l'heure actuelle, les produits sont excellents. Pour le moment, nous sommes fiers. À court terme, l'efficacité du plan de riposte devrait permettre à la production cotonnière d'atteindre les 600 000 tonnes. Et toujours dans le domaine agricole, les acteurs de la mise en œuvre de la phase 1 du programme d'urgence agricole, le PURGA 1, dans les 5 régions d'intervention du programme d'appui au développement des filières agricoles, que sont le Gbeke, le Rambol, le Pouro, le Tchologo et la Bagoué, ont pris part à Bouaké à l'atelier bilan organisé par l'unité de coordination du programme. Au cours de cet atelier, ils ont fait le bilan et partagé les résultats de ce programme mis en œuvre par l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER. Kader Sogodogo nous en parle. Faire le bilan et partager les résultats du programme d'urgence agricole PURGA 1, c'est l'objectif de l'atelier qui réunit à Bouaké les acteurs de la mise en œuvre de la première phase de ce projet. Un projet voulu par le gouvernement ivoirien au lendemain de la pandémie de la Covid-19. Le projet mené de 2022 à 2023 par l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, visait à maintenir l'activité économique, préserver l'emploi et faciliter la reprise économique dans 5 régions d'intervention du programme d'appui au développement des filières agricoles, PADFA. Tirer des leçons, faire des recommandations pour les prochains projets afin d'orienter les décideurs sur les projets futurs. Les partenaires du PURGA 1 félicitent le gouvernement ivoirien qui a soutenu les producteurs vulnérables pendant la pandémie à Covid-19. Le fait que l'État ait mis à la disposition des semences, des intrants et surtout des produits phytosanitaires et des engrais qui coûtent cher, ça a apporté un ouf de soulagement à nos producteurs. Le PURGA 1 est financé à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA par le Fonds international de développement agricole, FIDA, et l'État de Côte d'Ivoire. Ce programme est destiné à accroître la production maraîchère à travers la mise à disposition des producteurs de semences de qualité et d'intrants agricoles.
12 543 producteurs appartenant à 741 organisations professionnelles agricoles dans les régions de Bweke, du Hambol, du Poro, du Tchologo et de la Bagoué ont bénéficié du PUGA 1. Reportage de Kader Sogodogo. Et puis sachez que l'opération d'affectation en ligne des titulaires du certificat d'études du premier cycle, la CEP, a débuté depuis hier mardi. Cette opération court du mardi 25 juillet 2023 au mardi 8 août 2023. Les parents d'élèves peuvent donc procéder à l'affectation en ligne de leurs enfants. L'opération s'effectue à l'aide d'un téléphone portable via tous les opérateurs de téléphonie mobile en envoyant DOB par SMS au numéro 9991. L'opération dure 5 minutes et est facturée à hauteur de 200 francs CFA de crédit d'appel. L'ONG américaine RIA vient de faire don de matériels médicaux au CHR de Daoukro et à l'hôpital général de Bongouanou d'une valeur de plus de 240 millions de francs CFA. Un don fait en collaboration avec la mutuelle des ressortissants de Daoukro et l'association des ressortissants de la ville de Bongouanou. Cette action de l'ONG vise le renforcement du plateau technique de ces établissements sanitaires pour le bonheur des populations. Herman Yamia. Environ 240 millions de francs CFA de matériels médicaux offerts aux centres hospitaliers régionaux de Daoukro et de Bongouanou. L'action est de l'ONG internationale américaine RIA, Redemption in Action, qui l'a fait en étroite collaboration avec le collectif des pasteurs et les mutuelles des deux localités que sont la Muresda, la mutuelle des ressortissants de Daoukro et la REVBO, l'association des ressortissants de la ville de Bongouanou. L'objectif de RIA, c'est vraiment d'aider à améliorer les conditions de vie en milieu rural. C'est là vraiment notre milieu de prédilection. Nous travaillons beaucoup plus avec les populations des milieux ruraux en vue d'améliorer les conditions de vie. Il faut aussi dire que nos premiers partenaires, lorsque nous voulons intervenir, ce sont donc les mutuelles de développement et les collectifs de pasteurs. Les deux mutuelles se sont félicitées d'avoir contribué à apporter ces matériels médicaux qui, à n'en point douter, vont renforcer le plateau technique de ces deux établissements sanitaires. À travers ce geste, il s'agit pour nous de soutenir les acteurs dynamiques engagés pour le combat quotidien qui consiste à arracher les populations des bras de la mort. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Toutes les régions sont en train d'être affectées positivement par les actions de cette ONG-là. Donc au nom de Monsieur le ministre, on voudrait vous remercier et vous féliciter et vous demander de continuer. Le coordonnateur de l'ONG RIA a souligné que d'autres actions sont également prévues pour améliorer les conditions de vie des populations de Daoukro et de Bongouanou. Dans le cadre de la lutte contre la drogue, des experts du continent réunis à Abidjan échangent sur comment renforcer les actions de lutte contre la drogue et faire progresser la prévention du crime, la justice pénale et l'état de droit en Afrique. Récit, Angela Diallo, Sidonie Davila. Comment lutter efficacement contre les drogues et particulièrement contre les drogues de synthèse? La raison de la mise en place de cette rencontre. Un atelier qui a enregistré la participation de plusieurs organismes de lutte contre la drogue. Les participants provenant des pays de l'Union africaine ont mené des réflexions afin de trouver des solutions à cette problématique. Notre mission, c'est d'appuyer les efforts de l'État et nous le faisons en donnant une assistance technique, des assistances législatives, soutien au renforcement des capacités. Les défis sont énormes. Ça va avec le terrorisme, la menace à la paix, la question de gouvernance et ça encourage justement le blanchiment d'argent qui déséquilibre nos économies. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est prononcé sur l'état de la situation de la lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire. Nous passons d'une loi portant répression à une loi portant lutte contre. Ça veut dire qu'il y a une évolution. L'arsenal de lutte de la Côte d'Ivoire est corsé. Donc il y a vraiment de bons espoirs pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Selon les données recueillies sur le site des Nations Unies, le nombre de personnes qui s'injectent des drogues en 2021 est estimé à 13,2 millions, soit 18% de plus que les estimations précédentes. Le rapport mondial sur les drogues 2023 met également en évidence la manière dont les inégalités sociales et économiques sont alimentées par les défis liés à la drogue, la dévastation de l'environnement et la domination croissante des drogues de synthèse.
Et puis cette question dans votre journal, quel rôle peuvent jouer les acteurs de la santé dans la sensibilisation des populations sur la déclaration des naissances et des décès à l'état civil? Le sujet figurait au cours d'une concertation initiée par l'Office national de l'état civil et de l'identification ONECI avec les acteurs de la santé ici à Abidjan. Souleymane Donisangui, Chantal Akandan. Des présentations en plénière suivies d'échanges pour répondre aux préoccupations et prendre les contributions des participants. C'est l'exercice auquel se sont soumis l'Office national de l'état civil et de l'identification ONECI et les acteurs du secteur de la santé sur la mise en œuvre de la solution informatique de déclaration et d'enregistrement des faits d'état civil. Nous intervenons dans la communauté à travers des activités de vaccination, de consultation prénatale et cela permet aux politiques de faire une planification des structures sanitaires et par la construction et la prise en charge de la santé de la population. Pour le représentant du directeur général de l'ONECI, il importe de mobiliser les acteurs nationaux ainsi que ceux du secteur de la santé pour la contribution qu'ils peuvent apporter. L'ONECI entend prendre en compte l'ensemble des partenaires nationaux, particulièrement ceux de la santé, en contact étroit, permanent avec les populations, tant bien au milieu rural qu'en milieu urbain, en vue d'atteindre ces objectifs. Le diagnostic de l'état civil en Côte d'Ivoire présentait un système incomplet et incapable de fournir des statistiques requises pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et programmes de développement. En vue d'apporter des solutions aux différents problèmes de l'état civil, le gouvernement avait d'ores et déjà inscrit la réforme de son système dans le plan national de développement PND 2016-2020. Et dans l'actualité internationale au Soudan, les combats font rage entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah Abderrahman Al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemmeti. Hier mardi à 25 juillet, des raids aériens, des tirs d'artillerie ont à nouveau touché la capitale Khartoum, épicentre des violences. Au moins 16 civils sont morts, a annoncé un groupe de citoyens. Depuis l'éclatement du conflit le 15 avril dernier, 3900 personnes sont mortes selon un bilan de l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project et 3,3 millions d'habitants se sont réfugiés dans le pays ou à l'étranger selon l'ONU. L'autorité nationale de la presse, l'ANP, l'instance de régulation de la presse imprimée et numérique en Côte d'Ivoire, a produit un communiqué à l'endroit des professionnels de l'information à l'approche de l'élection locale de septembre 2023. L'ANP interpelle, après observation ces dernières semaines, les journalistes à rejeter les actes d'incitation à la haine dans les traitements de l'information politique et à faire preuve de professionnalisme. Jean-Marc Légy. L'autorité nationale de la presse, ANP, observe que dans le contexte actuel aux allures de pré-campagne, le traitement de l'information relative aux activités des acteurs politiques comporte de plus en plus de violations aux règles éthiques et déontologiques, notamment de l'article 14 du Code de déontologie qui stipule que le journaliste devra s'abstenir de toute atteinte à l'éthique sociale, incitation au tribalisme, à la xénophobie, à la révolte, à la violence et aux crimes et délits, outrage aux bonnes mœurs, apologie de la guerre, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En effet, ces dernières semaines, l'ANP a pu relever la retranscription de propos et extraits de discours qui pour la plupart sont calomnieux, injurieux, dégradants, offensants, voire abjects, véritable source d'incitation. Certes, le Code de déontologie recommande aux journalistes de rester fidèles aux faits. Néanmoins, il énonce clairement dans son préambule que la mission d'informer comporte nécessairement des limites que le journaliste lui-même s'impose spontanément, ce qui interpelle sur la responsabilité sociale du journaliste. Par conséquent, l'ANP enjoint aux organes de presse de s'abstenir de relayer les propos extrêmes, incendiaires, malveillants, discourtois et diffamatoires, qu'importe la qualité de leurs auteurs. Fait à Abidjan le 21 juillet 2023. Un communiqué de l'ANP qui referme les pages de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.